Ce film, il est trop bien. C'est tellement une grosse claque. Oh, mais c'est clair, t'as vu à la fin, là, quand... Et puis l'autre, là, quand il fait... Mais arrête de spoiler, on t'a dit, on n'a pas le droit. C'est quoi la voix de dauphin, là, aussi? Bah, t'es maudit. T'as pas le droit de spoiler. Genre, c'est le dieu du spoil qui m'a... T'es banni. Oh, merde. Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。 Bienvenue à l'après-séance, le podcast chill dédié au cinéma asiatique. Aujourd'hui, on va parler pour cet épisode 3 du grand, du très très grand, du magnifique The Chaser. Donc il est sorti en 2008 et il a été réalisé par Na Hong-jin, qui a notamment fait The Murderer et The Strangers après. Donc sa fameuse trilogie des œufs. The Chaser, c'est son premier film. Et on va laisser Nico pitcher un petit peu. Allez, pitchons ce magnifique film. Oui, je spoil déjà. Alors, The Chaser, ça parle de quoi? Ça parle d'un proxénète, ancien flic, qui se retrouve dans une enquête forcée parce que plusieurs de ses filles ont disparu. Au début, il soupçonnait soit un trafic d'êtres humains, soit qu'elles arrêtaient tout, qu'elles avaient fugué ou qu'elles étaient complètement parties. Et en fait, il se rend compte que d'autres filles ont disparu auprès d'autres proxénètes. Et donc, il commence à mener l'enquête et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, dans ce film, dans le récit complet de ce film, le but, c'est d'en sauver une. En particulier, parce qu'elle vient de se faire enlever et qu'il a forcé plus ou moins à y aller parce qu'il avait un doute sur ce type-là. Il s'est dit, vas-y, va là-bas, tu m'envoies un texto pour me donner l'adresse et moi, je rapplique. Sauf que, voilà, après, le film se développe et ça part en polar sombre, noir. Très sombre. En cacahuète. Ouais. Bon, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma coréen des années 2000-2010, on est sur du polar bien sombre, souvent sur du cinéma de vengeance. Ici, c'est pas forcément le cas. On est sur un tout autre registre, on va dire. Ouais, c'est un thriller, je trouve, assez particulier parce que on sait tout de suite, dès la première scène, qui est le tueur. Exactement. Il y a aucune ambiguïté sur qui il est et il y a pas besoin d'aller chercher, en fait. Le principe du film n'est pas d'aller deviner qui l'a fait, mais d'aller prouver qu'il l'a fait. Exactement. En donc quelqu'un, c'est un whodunit. On est vraiment sur une chasse à l'homme. Ouais. Sur une chasse aux indices, à la vérité, aux preuves, à l'inculpation. Du coup, on sort complètement du polar qu'on connaît dans le style hollywoodien ou même du cinéma coréen, justement, de ces débuts années 2000. Avec notamment la trilogie Vengeance de Park Chan-wook. Exactement, les Old Boy, Memory of Murder, Bittersweet Life. Que du grand film. Que des grands films, exactement. Et puis, justement, ce film-là rentre dans cette catégorie-là des grands films de polar coréens. Sauf que celui-ci, moi, je trouve qu'il se démarque complètement des autres. Parce que là, on est sur, comme je disais, on n'est pas sur un whodunit, sur une recherche à qui est le méchant, qui a commis les crimes. Là, dans les premières scènes, dans le premier plan, on sait qui est le tueur. Et la première partie, c'est une masterclass de maîtrise. En une scène, on comprend tout ce qui s'est passé avec ce tueur-là. On sait comment il a sévi, on sait pourquoi plus ou moins il sévit, on sait où il sévit, et en fait c'est tellement bien monté, il y a très très peu de dialogue. On est sur un état des lieux, un état des lieux des scènes du crime, un état des lieux du quartier. Qui est très emblématique. Voilà, là où va se passer la majorité du film. Et justement, ce quartier, justement, va prendre une place importante dans le récit parce que ça reste un petit quartier résidentiel. C'est un dédale de
de petites rues de maisons, qui se croisent, de quartiers, et on commence de nuit. Et de nuit, on commence avec ce personnage-là, et directement, on nous pose un quartier plus ou moins, on va dire malsain, un peu coupe-gorge, sombre et tout. Pourtant, il y a quand même un peu de vie parce qu'il y a beaucoup de circulation dans ce petit quartier-là. Mais on nous met tout de suite dans un mood où, ouais, là c'est un peu sombre, quoi. Et surtout, après ça reste aussi, on va dire, un classique des polars de ces années-là, justement avec la colorimétrie un peu verte, un peu verdâtre. C'était à la mode à l'époque. Oui. Sauf que là, justement, ça prend tout son sens dans ce film-là. Après, je sais pas si j'arrive à être objectif, mais ce film-là, après moi, voilà, je le dis tout de suite, ce film-là, c'est une pépite. Ah oui, il est magnifique. Je te laisse un peu parler parce que sinon je suis capable de faire une. Ouais, vas-y. Pour le coup, pour rester sur le quartier, il y a une côte qui va justement être très emblématique et marquante dans le film, c'est-à-dire que c'est un endroit où ils vont beaucoup passer en voiture, à pied, mais notamment beaucoup à pied. Il y a un sentiment d'oppression parce que en fait dans le décor tout est étroit. Donc soit quand il fait nuit, mais même quand il fait jour, il y a très peu de place pour. Il y a pas de grands espaces, il y a pas d'endroit où le regard peut aller et peut un peu s'enfuir. Donc on est très vite enfermé dans le décor et ça, on va dire, accentue l'état de tension dans lequel on est quand on regarde le film. Exactement. Et puis même quand tu dis, moi je te coupe, mais le fait que tu parles de jour et de nuit, moi justement j'ai ce ressenti-là où en fait, comme on commence de nuit, on sait qu'on suit un tueur, on est dans un moment d'oppression, un peu malsain, et tout de suite, de la première scène de jour, dans la même ruelle avec le même plan, tout de suite on se sent libéré, on sent qu'on est en sécurité, alors qu'exactement le même plan, la même maison où tous les crimes se passent, et pourtant le soleil rajoute quelque chose où on se dit, ah là il y a une lueur d'espoir, là il y a quelque chose qui va se passer, là on reprend confiance en l'humanité, en la vie. Alors qu'on sait quand même ce qui s'est passé, parce que juste sur le plan justement, il y a un élément qui est récurrent dans deux scènes entre le plan de nuit et le plan de jour, et qui veut tout dire en fait sur ce qui s'est passé et ce que le personnage a fait. Exactement. Donc, et après on peut pas, justement parce que la scène de jour elle arrive très très tard dans le film, et ça reste, on va dire, le début du dénouement du film. Et là on va pas en parler, mais justement cette scène de jour, même si on arrive à avoir une lueur d'espoir, et après on va dire que la suite du film va continuer sur cette masterclass de mise en scène, à nous mettre dans une sorte de tension, même de jour. En fait, on arrive à basculer de jour et de nuit dans la même tension. Le premier passage de jour, on commence à reprendre espoir, et tout de suite derrière, on retourne dans une mise en scène effrénée et qui nous emmène dans un côté encore plus étouffant que même si c'était de nuit, et on retourne dans une tension mais permanente, et on a juste ces petites lueurs d'espoir là avec la première lueur de jour, et en fait le film nous lâche, mais à aucun moment il nous lâche jamais, quoi. On est toujours en tension, on est toujours oppressé, et ça va être comme ça jusqu'au bout. Et là... Ouais, et il y a en plus le côté où il y a une course contre la montre, c'est-à-dire que les personnages, eux, ont une échéance hyper courte pour pouvoir arriver à prouver que le tueur est bien le tueur. Exactement. Et donc on les suit dans un espèce. La timeline, elle est très courte puisque c'est une nuit ou deux, peut-être moins de 24 heures. Parce que on parle à un moment donné d'une séquence de 12 heures, donc on va pas dire pourquoi. Ils sont déjà dans plein milieu de la nuit, donc. Et ouais, ça se passe entre 12 et 24 heures. Après, il y a peut-être un peu avant et un peu après, mais on va dire le principal de l'histoire, c'est vraiment ça. Et donc, il y a toute la tension aussi qui est mise en place parce que on sait qu'ils ont pas beaucoup de temps, et exactement. On sait qu'il y a un gros risque pour que ils puissent pas. Une course à la montre. Voilà, ils peuvent pas y arriver. Parce qu'on l'a pas dit, mais le film ne tourne pas exclusivement autour de ça. On a le protagoniste, donc un ancien proxénète justement, où déjà on nous met dans un personnage où on sait où ce qu'il fait, c'est pas très glorieux, on va dire, et à côté on a un serial killer.
Donc, qui est pas plus glorieux. Voilà, donc déjà on est sur deux protagonistes un peu sombres, on va dire, dans leur métier, si on peut appeler ça un métier, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de sous-métier, mais il y avait voilà. J'ouvre le débat. Et à côté, faut pas oublier qu'on a aussi la police. La police qui a un rôle très important. Et d'ailleurs, dans ce film-là, et même dans quelques films coréens, c'est un constat que je me suis fait. Soit les réalisateurs coréens, ils aiment vraiment pas la police coréenne, ou soit ils sont vraiment incompétents au quotidien. Parce que là, on est sur un niveau d'incompétence dans ce film-là et dans quelques autres films que je pourrais pas reciter là parce que j'ai pas envie de me tromper. Mais je pense qu'on reparlera parce que on reviendra sur d'autres films et je pense que ce côté-là, on va le retrouver. Mais dans ce film-là, l'incompétence de la police, elle est flagrante. Ouais. Et en plus, il y a plusieurs niveaux de police. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir les officiers de base qui vont être dans leur petit parloir, une petite maison dans la rue, là, leur petite guinguette qui sert pour là. Et après, il y a les officiers, il y a des détectives, il y a après on va dire les chefs qui vont intervenir. Et ça fait un peu un melting pot et un brouhaha permanent quand la police essaye de faire quelque chose, quoi. Exactement. Et puis on a l'impression que juste entre eux, en réunissant tout ce bonbon là dans une pièce, on voit qu'ils rament complètement. Ils tournent en rond. Et à côté de ça, il y a l'ancien policier, donc le proxénète, notre héros du film, qui lui justement va mener l'enquête d'une main de maître, d'une main mise, où il va prendre tout pour lui. Et on va le suivre dans ce dédale de petits quartiers coréens à rechercher j'allais dire sa fille, mais c'est pas sa fille biologique. On va dire c'est sa fille comme il l'appelle dans le métier en fait du proxénétisme. Et ça sera une course effrénée dans tout le long du film. Et d'ailleurs, en parlant de course effrénée, on peut parler aussi des scènes de course-poursuite qui sont les seuls moments entre guillemets d'action du film, mais là on est sur des courses-poursuites à pied. Ouais, et ça nous fatigue en même temps qu'eux. On a vraiment l'impression d'avoir fait le marathon en même temps. Tu parlais de la côte du début, et c'est exactement ça. C'est une côte. Enfin, le quartier résidentiel est tout en hauteur, tout en long, tout en hauteur, avec des dédales de rue à gauche, à droite. Et on voit les protagonistes courir là-dedans, monter côte, descente, saut par-dessus les escaliers, les poubelles dans les petites ruelles. C'est impressionnant. Même ça va beaucoup plus vite qu'un Fast and Furious. Non. Il y a beaucoup plus d'enjeux en fait. C'est que on sait justement qu'ils sont à pied, que voilà, il y a vraiment le côté psychologique où on sait qui est le tueur, on sait le flic, a aussi un côté où l'ancien flic plutôt de vouloir absolument sauver donc c'est Min-jin qu'elle s'appelle et il y a cette tension donc physique. Moi je l'avais vraiment senti là quand on avait fait le premier visionnage il y a une dizaine d'années à peu près, où j'avais mal physiquement en fait. C'est vraiment, j'étais tendue, où c'était le côté mais on va où en fait, où ça va nous emmener, c'est de pas savoir du tout où le réalisateur veut nous emmener. Et en y réfléchissant, c'est une sensation que j'ai pas beaucoup retrouvée, hormis avec Get Out de Jordan Peele. Où vraiment je me suis rendu compte à la fin du film que j'avais les poings serrés pendant tout le film parce que je sais pas ce qui va se passer, et je suis en tendu en me disant mais qu'est-ce qui va leur arriver. Et les The Chaser, ça a vraiment le même effet. C'est comme on sait dès le début qui est le tueur, ce qu'il a fait, et ben c'est ok, mais maintenant quoi, maintenant on c'est ça. Et comme il reste encore 1 heure de film et comme tu dis, on se dit mais quel est l'intérêt de regarder ce film justement. Non mais regardez-le. Et justement, tout l'intérêt est là. C'est toute la maîtrise du scénario, la maîtrise de la mise en scène de Naong Jin qui est incroyable. Et petit point, c'est son premier film. Il faut savoir que pour un premier film, en général, on peut tomber sur des très bons premiers films. On peut tomber sur quelques chefs-d'œuvre de premiers films. Là ici, on est proche du chef-d'œuvre. Il y a je mettrais peut-être quelques facilités sur les trames scénaristiques, sur des situations qui
on va dire, qui sont un peu faciles, mais qui ne choquent en rien. Ouais. Ils ne choquent en rien Tu veux dire un peu les fusils de Chekhov où tu vois arriver les trucs comme les numéros de téléphone, ou des choses comme ça. Non, pas forcément. Je pense plus à une scène de fin, mais je peux pas trop en parler. Et non, là, on est vraiment sur un chef-d'œuvre de premier film. Ouais, je suis d'accord. Il faut savoir que, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, Naon Jing, il a fait 3 films. Je spoil tout de suite. On reviendra peut-être sur les 2 autres films, mais il a fait 3 chefs-d'œuvre. Ouais, c'est excellent. C'est 3 chefs-d'œuvre. The Murderer derrière, on va dire que c'est entre guillemets celui que je mettrais en dessous des 2 autres, parce que c'est un film de commande. Et qui dit film de commande dit on va dire un yes man, où il réalise un film qu'on lui donne, et donc lui il réalise un film qui est déjà tout qui est déjà écrit. On lui dit un peu ce qu'il a à faire, quoi. Après, lui, il apporte sa patte derrière, et sa patte, justement, il la met très bien dans ce film, et le film, il reste vraiment excellent. Et après, il revient avec un The Chaser Non, The Strangers. Pardon, j'ai dit quoi? The Chaser. The Chaser, c'est celui-là. Et donc, du coup, il finit avec The Strangers, qui est une masterclass, qui est un chef-d'œuvre du thriller horrifique. Et oui, j'ai bien dit thriller horrifique, parce que là, c'est... il sait faire tous les genres. Il sait faire tous les genres. Enfin, du moins, dans ces 3 films-là, il a fait 3 thrillers complètement différents, avec des thèmes différents, et à chaque fois, c'est une masterclass. Moi, je vous invite vraiment à les regarder dans l'ordre. Même s'il n'y a pas de fil rouge ou de fil conducteur entre chaque film, vraiment juste pour que vous ressentiez l'évolution de son cinéma. L'évolution scénaristique, l'évolution de la mise en scène entre The Chaser et The Strangers, elle est incroyable. Quand on regarde Stranger, on dit waouh, mais comment tu peux faire mieux que ça? Et quand tu finis avec Stranger, tu te dis putain, mais comment il peut faire Comment mieux? Il a réussi à faire mieux? Comment il arrive à faire mieux que ce qui était parfait? Et ben, regardez les 3 films et vous allez avoir la réponse. Donc, pour revenir à The Stranger, parce que c'est quand même un peu The Chaser? J'ai dit quoi? The Stranger. Ok, là, je suis complètement perdu. Je suis bouleversé par Naon Jing. Et donc, The Chaser. Revenons à ce film-là. Donc, si vous n'aviez pas encore compris depuis tout à l'heure, allez voir The Chaser si vous l'avez pas déjà vu. Allez le voir. Mais de toute façon, là, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'épisode, je vais vous bassiner. Allez le voir. Soyez prêts. Donc, allez le voir. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce film? Parce que on parle de masterclass. On parle. Est-ce qu'on rentrerait pas un peu un peu en profondeur sur la critique sociétale du film? Ouais. Est-ce qu'on peut pas rentrer aussi sur l'écriture des personnages? Parce que, à savoir, justement, on parlait du dernier film Ebola Syndrome, justement, où on avait beaucoup de mal à avoir de l'empathie envers les personnages. Le personnage principal, notamment. Le personnage principal et les personnages secondaires. Dû à quoi? De la violence, du racisme, de la violence, de la dégueulasserie. Ouais, parce que du coup, moi, avec le film Ebola Syndrome, je me suis dit, parce que c'est un film politiquement incorrect, parce que c'est dégueulasse, parce que il y a rien qui va moralement, et on est dans... Ouais, c'est ça, c'est complètement immoral, et puis... avec ça, on peut pas s'attacher à un personnage. Et avec The Chaser, on a la preuve contraire. On a une empathie énorme envers un proxénète. Ouais. On reste sur un personnage de proxénète qui est quand même un... Comment dire? Ça reste un homme toxique envers les femmes. Complètement. Qui envoie au charbon, comme on dirait dans le TIEC. On envoie au charbon un peu les femmes pour qui ramènent de la thune, quoi. Parce qu'il les voit que comme ça, hein, clairement. Exactement. Donc là, on a un peu, au début, on voit un côté un peu vénal du proxénète, où justement, lui, tout ce qu'il veut, c'est vas-y, va, ramène-moi mon argent. Ouais. Et voilà, quoi, c'est tout ce que je te demande. Donc là, voilà, niveau empathie au niveau du personnage, on dit wow, c'est ça le héros. On veut nous mettre ça comme héros dans le film, alors que en tout début, avant la présentation de ce personnage-là, on a la présentation du serial killer. Oui, donc on sait que c'est pas lui, quoi. Voilà, donc on passe d'un serial killer à un proxénète. Là, on se dit wow, mais où c'est qu'on va là, où c'est qu'on nous emmène? Mais l'écriture du personnage nous amène justement, comme je dis, à un côté vénal du proxénète qui évolue vers un côté humain,
Oui, et c'est ce qui manquait clairement dans le Ebola Syndrome, c'est l'évolution du personnage en fait. C'est ça. C'est que là, le personnage de Jung-ho, qui est l'ancien détective et le proxénète, il évolue mais à une vitesse éclair en une nuit en fait. On voit comment tout est renversé dans sa vie et ce qu'il va mettre en place pour sauver Min-jin. C'est ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a aucun background de ce personnage. Ouais, et de aucun en fait au final personnage. Quasiment. Si, le tueur. On en a un petit peu, mais ça reste. Ouais, mais on a un petit background. Ouais. C'est le personnage qui a le plus de background dans le récit, on va dire. Le proxénète, lui, on sait, à part qu'il c'est un ancien flic, on sait rien d'autre. Ouais, on sait pas pourquoi il a arrêté. Voilà. Et pourtant, il y a une écriture incroyable de ce personnage. Et l'écriture de ce personnage est aussi effrénée que le dénouement du film, que le récit complet du film. Et c'est complètement incroyable. Et on peut dire un petit mot aussi sur le serial killer, où justement on a toujours l'habitude du serial killer, où il a un passif, il a un truc sur voilà pourquoi je tue, pourquoi je machin, le côté un peu genre l'enfance torturée, hyper violente, des choses comme ça. Un peu, puis après on voit que c'est un peu un beau gosse, tu vois, il y a beaucoup de séries où avec des serial killers, on voit que c'est des beaux gosses, des propres sur eux qui sont comment dire des cadres haut placés, des machins, tu vois. Bon, je veux pas reciter des films, j'en ai quelques-uns en tête. Là, on est vraiment sur un monsieur tout le monde. Oui, c'est ça. Et il est quand même suffisamment propre sur lui pour pas du tout éveiller les soupçons au départ. Oui, parce que c'est pas, je veux pas dire c'est le genre idéal, mais c'est le, c'est ça. C'est le petit homme propre sur lui, tout jeune, discret. Le mec, on dirait que quand tu vois comme ça, il travaille dans un accueil à la banque et puis c'est tout, quoi. Et c'est notamment une des raisons qui fait qu'au départ, les flics le voient pas comme un tueur en série, parce que lui va avouer, mais ils vont lui dire, mais non, mais il a pas la carrure pour être un serial killer. Parce qu'en fait, il le juge au physique et il le juge à son apparence. C'est ça. Et donc, d'où l'habit ne fait pas le moine. Et là, justement, la police coréenne le juge à son apparence en disant, mais non, mais c'est pas possible. Ouais. Mais non, regardez-le, il peut pas tuer. Et puis ça, et en plus du fait qu'il l'avoue en fait, qu'il a même pas cherché à nier, il a même pas cherché justement à essayer. Non, justement, il avoue. Et c'est les policiers qui sont sur le cul, pas parce qu'il a avoué, mais parce qu'en fait, ils se rendent compte que merde, on l'a jugé trop tôt en fait. Ouais. On a dit que c'est pas lui, mais comme il nous avoue ça, on le regarde, on dit finalement on s'est trompé, on a fait un jugement trop hâtif. Et voilà, c'est ça, c'est l'écriture de ce film est incroyable. Et le rôle des policiers, justement, on parle de policiers complètement incompétents, mais ils jouent un rôle hyper important dans le développement du récit. Et c'est une masterclass. Donc, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure ? Ah oui, allez voir le film. Et donc c'est extrêmement bien écrit, mais aussi au niveau de la réalisation, c'est-à-dire que chaque plan a un impact et un intérêt dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plans qui vont être là pour faire joli. À chaque fois, il y a un indice, une information qui va nous servir sans que ce soit amené un peu avec des gros sabots où des fois on va faire un gros zoom sur l'indice en question, le cheveu qui est tombé, l'ongle qui est tombé, une carte de pour comment dire pour ouvrir une porte ou quoi que ce soit pour rentrer dans un bâtiment. Là, c'est vraiment extrêmement bien filmé, les plans sont très beaux et en même temps c'est voilà, on a ça sert réellement l'histoire. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc c'est très beau mais c'est très crade quand même, je veux dire, bon c'est en fait, c'est le contexte qui ramène le côté un peu crade du film. C'est comme on dit, la même scène avec le jour, tout de suite, ça enlève, ça change complètement ça change complètement la donne. Et finalement, c'est le même quartier, c'est les mêmes plans, juste de jour et de nuit. Donc ça nous prouve vraiment que déjà le bonhomme sait filmer de nuit déjà, parce que les scènes de nuit, il faut dire que c'est compliqué à filmer. Là, après, on est dans des ruelles typiques coréennes avec des réverbères qui sont éclairés, qui éclairent la rue, justement, qui nous permettent de voir, on va dire, une profondeur dans ce dédale. Mais des fois, dans des ruelles, on voit pas de profondeur, justement, parce que tout de suite, on voit que c'est bien choisi comme quartier. On voit les grandes artères, on va dire, qui sont éclairées, et à côté, t'as les toutes petites qui sont très très peu éclairées. Ouais. Et là, tout de suite, tu ressens la tension. Et dans les scènes de course-poursuite, on voit que à n'importe quel moment,
à n'importe quel virage, à n'importe quel saut d'escalier, tu peux perdre ta cible. Ouais. Et là, t'es en tension, tu te dis, waouh, puis quand tu le vois un peu ralentir ou être essoufflé, parce que oui, le film, voilà, on est en côte, c'est pas des grands sportifs, ça reste des personnes lambda, donc forcément, ça s'épuise vite, il y a pas trop de cardio. Mais nous, on est assis dans le canapé et on a zéro cardio. On est pareil qu'eux, on est essoufflé. C'est tellement bien filmé, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien storyboardé que à chaque virage, à chaque scène, à chaque mouvement de caméra, on a peur de perdre la cible. Et on est sous tension et essoufflé. Et on a peur de perdre la cible, mais en plus, c'est qu'on voit pas ce qu'il y a derrière comme rue. C'est-à-dire que c'est tellement en côte et c'est tellement à flanc de montagne que on voit pas en fait plus loin que 10 mètres parce que il y a un escalier, il y a un truc et donc on n'a pas du tout de visibilité sur l'ensemble du quartier, quoi. Exactement. Non, c'est vraiment incroyable. Donc allez voir The Chaser, s'il vous plaît. Merci, j'allais le dire. Et ouais, non, c'est une masterclass. C'est dommage qu'on spoil pas dans ce film parce que. Non, le spoil c'est le mal, je te l'ai déjà dit. Ouais, de toute façon vous l'avez entendu en intro. Hein, dès le début j'ai voulu spoiler pour vous mettre dans le bain parce que voilà, nous on sort du film. On sort du film et voilà, on est sous tension dans le truc et moi j'ai envie d'en parler tout de suite. Je suis excité, je suis surexcité et non, on me met des bips derrière parce que j'ai pas le droit de spoiler. Non, mais je l'ai déjà dit. Après Tucker et Dale fight le mal, Céline et Kiko fight le spoil. Donc voilà, si vous aviez pas encore compris, il faut aller voir le film. Si vous l'avez déjà vu, laissez-nous un commentaire en nous disant ce que vous en avez pensé, si ce qu'on dit résonne avec vous et vous êtes d'accord ou pas. Vous avez le droit de pas être d'accord avec nous, hein. On mord pas. Non, c'est sûr. Donc pour ceux qui l'ont vu, donc vous comprenez très bien, à part si vraiment vous avez pas aimé, ce qui peut arriver, hein. Mais ceux qui l'ont pas vu et qui ont vu quelques films coréens tels que Old Boy, Memory of Murder, j'en passe, Bittersweet Life ou on va dire le plus accessible de tous, on va dire, c'est J'ai rencontré le diable. J'ai rencontré le diable. Merci. Voilà, si vous avez vu ce genre de film là, vous savez à quoi vous attendre dans le cinéma, dans ce genre de film coréen. Mais là, on va dire, c'est tout complètement différent. Dans les films que j'ai cités, on est vraiment sur du polar, on va dire sombre, où la violence elle peut être extrême. Ouais. Il y a des films notamment Old Boy et J'ai rencontré le diable, on est quand même dans une violence assez extrême, même si c'est pas non plus du Ebola syndrome, on va dire. Là, on est vraiment sur une course-poursuite, sur une chasse à l'homme, sur une course à la montre. Il y a quelques scènes graphiques, mais majoritairement, c'est plus un thriller psychologique, en fait. Oui, parce qu'il y a beaucoup de morts aussi, ça se passe hors champ aussi. On voit, il y a des morts qui se passent hors champ. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment bien réalisé parce qu'on n'a pas besoin de les voir. Et on a mal quand même. Et on a très très mal. Donc oui, allez voir ce film. Alors nous on l'a vu sur Univers Ciné. Univers Ciné, c'est ça. Donc il est disponible en VOD chez eux pour 3 €, je crois. Ouais, 3 ou 4 €, quelque chose comme ça. 3 ou 4 €, donc franchement c'est pas cher pour une pépite, pour un chef-d'œuvre. Donc foncez, c'est un film très difficile à trouver aujourd'hui. Ouais. Je parle en connaissance de cause parce que on avait le DVD avant de venir au Québec et dans ma petite tête, je me suis dit non, mais DVD, vas-y, c'est une pépite, tu dois le racheter en Blu-ray. C'est ça. Sauf que maintenant, pour le trouver en Blu-ray, t'as intérêt à te lever très tôt. Ouais, surtout que le cinéma asiatique au Québec, c'est généralement sans les sous-titres français. Donc voilà. Donc on a du VO et puis basta, tu te démerdes avec ça. Et même en DVD, là aujourd'hui, je l'ai encore revu hier dans une boutique ici, j'aurais pu le prendre, mais $25 pour un DVD. Ça montre quand même la rareté du film et la qualité du film. Donc si vous avez la possibilité, si vous tombez dessus, jetez-vous dessus. Si quelqu'un veut se séparer de son Blu-ray, vous avez mon Instagram, vous m'envoyez un message, on se fait un PayPal et voilà. On s'arrange. C'est une vraie annonce. Et ceux qui sont curieux de le voir, disponible en VOD sur Univers Ciné. Et il y a un bon catalogue, hein, Univers Ciné. Il y a un très très bon catalogue et si vous voulez pas vous abonner pour trop cher,
Là, c'est 1 euro le premier mois, je crois. Oui, après, c'est genre 5 euros. C'est 5 euros. Après, vous pouvez vous désabonner facilement. Mais là, comme c'est un film à la carte, vous pouvez juste le prendre en VOD et c'est 4 euros, je crois, le film. Et c'est beaucoup moins cher qu'une place de ciné. C'est mieux que le piratage, parce que c'est le genre de film qu'il faut soutenir, même encore 15 ans après. Allez voir le film. Allez voir ce film, et c'est très important. Donc voilà, si vous aimez les polars, les thrillers, tout ça, on vous le recommande. Ouais, vraiment. Très très fortement. Si vous êtes curieux, justement, vous n'êtes pas trop habitué au cinéma coréen ou même asiatique, je pense que ça peut être une bonne entrée dans le genre dans le genre coréen. Parce que c'est un film, comme on disait, qui va assez vite et donc qui va nous capter très vite On s'ennuie pas. Et qui en même temps amène plein de contre-pieds, plein de choses qu'on va pas avoir habituellement, et donc c'est pas du tout un film où on va se dire ah tiens, c'est un copier-coller de machin, c'est un copier-coller de Seven ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est vraiment un excellent film où qu'on peut apprécier, qu'on aime les thrillers ou pas en fait. Exactement. Donc foncez voir ce film, laissez-nous des commentaires pour si vous voulez plus d'infos pour le prendre en VOD ou pour le regarder. Pour nous dire si vraiment l'épisode vous a donné envie de le regarder. Ouais. Si vous l'avez vu, donnez-nous votre avis. Ah ouais, avec plaisir. Nous, comme on est vraiment fan du film. C'est même là on est carrément des groupies de ce film et du réalisateur même en général. Nous on aime bien savoir un peu ce que les gens pensent de ce que nous on aime. Parce que forcément, il y a peut-être des personnes qui ont trouvé ce film. Oui, bah de toute façon après tous les goûts, ça leur correspond. C'est normal. Mais venez nous dire en 2-3 mots si vous avez aimé ou pas et pourquoi. Ouais. C'est le pourquoi en fait moi qui m'intéresse. Même si vous avez aimé, pourquoi, par exemple pour telle scène, pour tel moment, pour cette réalisation, pour la photographie, pour n'importe quoi. Et si vous avez pas aimé, pourquoi. Ouais. Moi en fait j'aime bien savoir. Je vais pas vous juger parce que vous avez pas aimé le film, parce que moi, entre guillemets, je m'en tape, je l'ai aimé et je suis content. Mais j'aime bien savoir pourquoi les gens ont pas aimé, par exemple, un truc que moi j'ai considéré comme un proche du chef-d'œuvre, quoi. Ouais, parce que il y a des films qui peuvent être considérés comme des chefs-d'œuvre pour certains que nous on va pas forcément aimer. Exactement. Donc c'est toujours intéressant de savoir. Donc voilà, nous on est ouvert à discussion. On est en aucun cas, on est là pour juger les gens et tant que c'est réciproque aussi. Qu'on vienne pas nous juger parce qu'on a aimé tel ou tel truc ou parce qu'on n'a pas aimé tel ou tel truc. Nous, on est ouvert. Nous, on vous a dit pourquoi on aime ce film. On vous a dit pourquoi on n'aime pas tel film, pourquoi on s'ennuie devant tel film. Venez faire pareil avec nous, il n'y a pas de problème. Et puis, nous, on fait aussi ce podcast-là pour découvrir des choses. Et donc, et recommander des choses recommander aussi. Ce qu'on aime. Parce que moi, c'est vrai qu'on m'a dit que, oui, ton podcast, c'est bien, vous faites un truc. Mais, moi, je connais pas trop ce cinéma-là, donc, je laisse ça à ceux qui connaissent, à qui connaissent ce genre et puis qui regardent ce genre. Non, le but vraiment de ce podcast, c'est vraiment d'ouvrir les horizons aussi. C'est de se dire, c'est pour ça qu'on spoil pas les films. Ouais, complètement. Parce qu'on n'aime pas ça au départ. Voilà, parce qu'on n'aime pas. Et parce qu'aussi on se dit, mais ça c'est, en fait, le cinéma asiatique, il y a tellement de pépites que ça mérite d'être découvert. Il y en a même qui ont déjà vu du cinéma coréen, qui sont peut-être passés à côté de pépites. Nous d'ailleurs, on est passé sans doute à côté de pépites. Ah bah oui, aussi. ça c'est sûr. Hein. C'est même sûr. Et d'ailleurs, il y a quelques-uns qui sont dans la liste qu'on va bientôt regarder, j'espère. Oui. Et donc mettez-vous en tête que le podcast là, si vous êtes jusque là, c'est que ça vous a intéressé. Si vous êtes arrivé au 3e épisode, c'est que voilà, ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc nous, notre but, c'est d'ouvrir des horizons. Et si on arrive à entre guillemets engrainer 2-3 personnes à regarder tel ou tel film, nous ça nous fera énormément plaisir parce que c'est le genre de cinéma que nous on adore. On n'est pas payé pour faire de la publicité. D'ailleurs on fait la publicité pour à gauche à droite. Nous on le fait gratuitement parce que ça nous fait plaisir. Donc voilà, nous il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de côté où nous on dit ce qu'on pense et on parle pour ceux qui ont les mêmes goûts que nous. Nous on parle pour ceux qui veulent être curieux, qui veulent découvrir des choses. Donc si vous êtes envie de découvrir des choses et puis d'explorer d'autres horizons, continuez à écouter le podcast parce qu'il y a d'autres pépites qui vont arriver. Oh oui.
et de tous les genres, et il y a forcément un film qui va vous intéresser. Si vous avez écouté ce podcast, et vous aimez un minimum le cinéma. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. Exactement. Et donc, si vous aimez un minimum le cinéma, il y a au moins un film dans toutes les sélections qu'on a fait que vous allez trouver énormissime. Parce qu'il y a vraiment de tout, hein. Pour le coup, on a été large. Donc voilà, c'était le petit message de retour de certaines personnes qui m'ont fait ce genre de retour-là, que je peux comprendre en fait. Ouais. On a l'impression que voilà, on voit un podcast Cinéma Asie, bah c'est orienté Cinéma Asie, je ne connais pas, donc je ne vais pas écouter. Et bah non, écoutez justement. Écoutez, c'est le podcast à la base, c'est un média qui est fait aussi pour ça, qui est fait pour ouvrir des horizons, pour répondre à des questions sur tel ou tel sujet, pour découvrir de nouvelles passions. Nous, on est là pour ça. On n'est pas là pour parler à des passionnés. On est là pour parler à tout le monde. Exactement. Donc voilà, c'est le mot de la fin. On va s'arrêter là. Non, on n'a pas fait la scène que... On n'a pas fait la scène, mais... Alors, mon mot de la fin, c'était aller voir le film. Mais du coup, je vais le redire à la fin. Donc oui, la scène. Mais après, la scène, on en a un petit peu parlé hors micro, donc on a la même. On a exactement la même. On va essayer de la décrire sans la spoiler. On peut pas trop en parler parce que là, on rentre un peu dans le récit. On rentre sur des relations de personnages. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est à un moment, vous verrez, il y a donc le personnage du proxénète Jung-ho qui va être dans la rue, qui va s'arrêter et qui va regarder dans sa voiture. Et voilà. Une scène de pluie. Une scène de nuit, de pluie. Et voilà, sa posture et ses émotions et ses expressions sont extrêmement visibles sur son visage. Et tout ce qui se passe dans cette scène. Tout ce qui se passe dans cette scène qui dure 30 secondes littéralement. Voilà, c'est le silence qui est derrière est magnifique. Et voilà, c'est cette scène-là. Allez, je prends le risque. C'est la plus grande scène du cinéma. Non, parce qu'il y en a plein d'autres. Mais cette scène-là, elle est vraiment incroyable. Ouais. Elle te percute en pleine gueule et en plein cœur. Ouais, c'est tellement incroyable et c'est juste 30 secondes du film. Dites-vous que derrière, il y a 1h30, même 1h40, je crois, il dure le film. 1h40 du reste du film qui est incroyable aussi. Donc voilà. Donc allez voir le film. C'est moi qui prends le mot de la fin. Voilà. Je vais lui laisser. Donc merci et maintenant on va passer à la suite et ça va être les recommandations culturelles de cet épisode. Yes. À toi l'honneur. Très bien, merci. Moi je vais recommander Le Marchand de sable de Lars Kepler. Donc Lars Kepler, c'est un couple d'écrivains suédois. L'histoire, c'est un jeune homme qui est retrouvé errant dans la nuit de Stockholm en plein hiver et il est complètement en état de choc, il tombe en fait dans les pommes dans la rue et on se rend compte que c'est en fait une victime, du moins présumée, du marchand de sable, un tueur en série qui a sévi 13 ans plus tôt. Et il y a eu 2 personnes qui ont été enlevées en même temps, donc lui et sa sœur jumelle, je crois, ou sa sœur. Sauf que le tueur en question est actuellement en prison de sécurité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il y a un peu un côté course contre la montre aussi, qui va rappeler The Chaser. Ça, on rejoint vraiment The Chaser. Voilà, parce que il y a la deuxième personne à retrouver. Et c'est très psychologique parce que le tueur en série qui est en prison c'est psychotique et aime complètement manipuler la police et les personnes avec qui il parle. Et c'est très très bien. Ça se lit, c'est assez gros mais ça se lit très vite parce qu'on est vraiment pris dedans. Et voilà, c'était mon premier livre de Lars Kepler qui m'a vraiment mis une bonne claque et c'est très bien. Ça se suit pas réellement, mais en fait le détective est présent dans plusieurs livres du couple d'auteurs et il arrive juste après le livre qui s'appelle Incurable. Et voilà, donc je recommande celui-là, c'est vraiment très bien. Donc on est sur du roman. Roman, oui pardon, je l'ai pas précisé. Roman noir et ça se trouve c'est un livre de poche Babel Noir, exactement, de la maison d'édition. Donc voilà, foncez, on est dans le thème. Exactement, donc c'est très bien, très psychologique, allez-y. Excellent. À toi. À moi. Donc allez, alors je vais rentrer dans la passion secondaire après le cinéma. Je vais parler de manga aujourd'hui. Shocking. Et ouais. Je n'ai pas encore fait, donc je me suis dit qu'il fallait bien que ça vienne à un moment. C'était bizarre. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais recommander, je vais rester dans le thème. On va parler un peu de
de serial killer. Et je vais conseiller un manga de Naoki Urasawa qui s'appelle Monster. Donc Monster, c'est quand même un manga qui est sorti il y a pas mal d'années. J'ai plus l'année, je peux regarder vite fait. Moi, je vois du 1995, édité chez Kana en 2001, 2005. Ouais, donc c'est dans ces eaux-là. Donc ça fait plus... 90-2000. Voilà. Donc on est sur un bon manga thriller avec un bon antagoniste qui pète bien des races. Je vais vous résumer un peu, je vais lire un peu le résumé du livre. Donc ça se passe en 1986 à Düsseldorf, Allemagne de l'Ouest. Un jour, le docteur Tenma décide d'ignorer l'ordre de son supérieur et sauve la vie d'un enfant. C'est ainsi que commence cette terrible histoire. Donc je vais aller un peu plus loin. Pour raconter un peu la scène du début, c'est un manga qui fait 18 volumes, donc la scène vraiment que je vais raconter du début, c'est vraiment les premières pages. Je vais aucunement parler de la suite parce que là après ça va loin dans l'histoire et on va vraiment, je peux pas parce que sinon ça va spoiler tout le récit. Donc le début d'histoire, on voit ce docteur Tenma qui travaille, qui est chirurgien, et il y a deux enfants qui arrivent, donc deux enfants, une fille et un garçon, c'est des faux jumeaux, okay, qui arrivent en état critique, et donc il part du principe qu'il va essayer de sauver les deux, sauf qu'en même temps il y a le maire de la ville qui arrive, okay, qui est aussi dans un état critique. Je sais plus pourquoi, je sais plus si c'est un accident ou si c'était fait tirer dessus, je m'en souviens plus très, ça fait longtemps que j'ai lu le manga. Et du coup, ses supérieurs lui ont dit non, c'est le maire qui passe avant les enfants, puis donc le docteur tient tête en disant non, par principe, c'est eux qui sont arrivés premiers, je soigne les premiers. Ok, d'accord. Ce qui est totalement logique dans le domaine médical, on va dire. Et donc il refuse cet ordre et va soigner les enfants. Mais en soignant les enfants, il en sauve un. Et il sauve le garçon. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que des années plus tard, ce même garçon revient et lui avoue que c'est devenu un monstre, en fait. Un serial killer sous le nom de Monster. Ah ouais. Et donc, le chirurgien, course-poursuite, il va essayer de l'arrêter. Il va essayer de l'arrêter alors que ça reste un chirurgien. Ça reste, ouais, donc... Et donc 18 volumes d'enquête, de chasse au monstre, ouais, chasse au monster, qui est Johan, donc l'un des antagonistes les plus imposants et les plus puissants du manga game. Ouais. On va dire juste à ex-aequo, parce que je vais pas dire en dessous, avec Dio Brando, pour ceux qui connaissent JoJo's, et Griffith de Berserk. Là, on est vraiment sur c'est même pas un trio de tête, parce que c'est pas le top 3. En fait, c'est le top 1. Dans le top 1, il y a ces trois-là. Et donc c'est pour vous dire que là, on est sur un récit, mais vraiment incroyable, avec des dessins de Urasawa pour ceux qu'on va dire qui connaissent, qui a fait énormément de très bons mangas, comme qu'est-ce que j'ai en tête là, j'ai Billy Bat, j'ai 20th Century Boys, plutôt retenez-le parce qu'il sort bientôt un anime sur Netflix, il me semble, et je vous invite à aller, je l'ai pas regardé, mais je vous invite à aller jeter un œil parce que c'est une masterclass aussi, ce manga à la base. L'anime, je sais pas honnêtement, mais ça peut ouvrir des horizons, comme on dit dans ce spot-là, on est là pour ça. Allez regarder plutôt sur Netflix. Et voilà, donc Naoki Urasawa, c'est une valeur sûre. Honnêtement, c'est une valeur sûre dans le thriller psychologique, il a une façon de raconter des histoires qui nous emportent, tout comme The Chaser. On est halté par l'histoire, et même si le manga il fait 18 volumes, on peut pas s'arrêter en fait. Ouais, ça va. Je sens qu'il va vite remonter sur ma pile à lire celui-là. Et il est indispensable, il est réellement indispensable à lire celui-là. Facilement trouvable, parce qu'il y a plusieurs éditions, ils ont encore réédité avec des éditions de luxe en grand format. Il y a des petits formats qui existent, c'est ceux que j'ai dans la main justement. Et là, pour vous donner un exemple, derrière, je les ai achetés à Easy Cash pour 1,99€. Donc d'occasion, ils sont facilement trouvables, quoi. Je pense que c'est facilement trouvable même encore aujourd'hui, même si ceux-là, ça fait longtemps que je les ai achetés. Et ils ont pas fait un animé aussi, Si, il y a un animé, mais qui est assez vieux aussi. Je crois qu'il date des années début des années 2000. Vous pouvez aller le voir aussi, il est très bien, mais honnêtement, je vous conseille beaucoup plus le manga. Très bien, ça donne envie. Voilà. Donc maintenant,
qu'est-ce qu'on va regarder la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on va regarder la semaine prochaine? Allez, qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on regarde? Là, c'est la grande question. Après The Chaser, qu'est-ce qui va passer après The Chaser? Ouais, bah... C'est... Là, il faut du lourd, là, pour passer derrière. Il faut du lourd. Ou sinon, un genre complètement différent pour qu'il n'y ait pas de comparaison, quoi. Exactement. Donc, allez hop, le petit fichier Excel qui va bien. C'est parti. Tirage au sort. 3, 2, 1. Eh bah, dis donc. The Murderer. The Murderer. Eh bah, ouais. The numéro 2. Là, comment dire? Là, le destin a frappé à nos portes, là. Là, le destin est arrivé auprès de nous. Ils ont dit, non, les mecs, vous avez tellement bien parlé de The Chaser que vous êtes obligés de parler de The Murderer. Ouais, derrière. c'est bien. Je sais pas si on va arriver à faire les 3 d'affilée. Mais voilà, en tout cas, donc, deuxième film de Na Hong-jin. Et excellent film aussi. Donc ouais, The Murderer, bah franchement, bah ça tombe super bien. Justement, j'avais dit que c'était celui qui était légèrement en dessous. Et ben dans le prochain épisode, vous allez savoir si c'est vrai ou pas. Si c'est juste une comment dire, un souvenir ou si c'est vraiment le cas. Peut-être avec le recul, on va se dire ben non, mais en fait c'est en fait non. Même si c'est un film de commande, ça reste une masterclass par rapport à The Chaser et puis aux autres films. Ouais. Donc c'est parfait. Très hâte de le revoir en plus juste après The Chaser. C'est parfait. Et bah vous les avez vus avec assez d'écart. Ouais, bah on les a ouais. Et bah franchement ça tombe super bien parce que si ça aurait été The Stranger, j'aurais dit c'est dommage, j'aurais préféré remater The Murderer. Surtout qu'en plus juste avant on vous a dit que c'est bien de le mater dans l'ordre. Donc bah là du coup The Murderer c'est très bien. Après The Stranger, quand est-ce qu'il va tomber? On sait pas. Ce sera le hasard. Honnêtement, je crois pas qu'il va tomber 3 fois. Je suis pas sûr qu'on ait de la chance comme ça non, de fois de suite. Je suis pas sûr. Là, me connaissant, ça va être compliqué. Là déjà qu'il soit sorti celui-là, c'est un miracle. Donc voilà. Donc ça va être The Murderer la semaine prochaine et je suis impatient de le revoir et je suis impatient de vous en parler. Donc on sera de retour avec Na Hong-jin. Ouais. Deuxième film de la trilogie des œufs. Et voilà. Et n'oubliez pas, allez voir The Chaser. Ouais. Allez voir The Chaser. Raison de plus, comme ça, allez voir The Chaser pendant que nous on regarde The Murderer. Ça, vous pourrez avoir aussi un avis sur The Murderer. Et même si vous êtes motivé, allez mater The Chaser et The Murderer et venez nous écouter pour voir si ça concorde avec votre version, avec votre vision. Avec ce que vous avez ressenti pendant le film. Donc voilà, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Donc l'épisode là va être un peu plus long, mais là c'était mérité. Complètement. C'était clairement mérité. Et continuez à nous suivre sur les réseaux, sur Spotify, sur notre page Instagram, La Préséance Podcast. Pensez à vous abonner sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast pour que vous puissiez être notifié dès que un nouvel épisode sort. Et si possible, si vous pouvez passer par Spotify, ça serait même encore mieux. Nous mettre, si vraiment vous adorez, nous mettre un petit 5 étoiles sur notre page. Comme ça va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité pour les autres. Et nous donner de la force tout simplement. Ouais, ça nous fait plaisir. Nous, ça nous fait plaisir de se dire que vous avez aimé. Que ce qu'on fait à notre échelle, ça plaît et qu'on puisse continuer. De toute façon, dans tous les cas, mais on continuera parce que nous, on a tellement pris plaisir. On prend même encore actuellement plaisir à faire ça que on va même pas s'arrêter. Et même limite, si vous voulez plus nous écouter, on le fera que pour nous. Et on aura des épisodes pour nous et puis c'est tout aussi bien. Mais en tout cas, merci d'être arrivé jusque là et on espère que vous allez continuer avec nous l'aventure parce qu'on a tellement de choses à voir, il y aura tellement de pépites à décrypter, à vous faire découvrir. Donc merci de nous suivre dans cette aventure de revisionnage de nos films doudous et de découverte de nouveaux films, d'anciens et nouveaux films. Donc voilà, merci beaucoup et vraiment merci énormément parce que c'est grâce à vos écoutes, c'est grâce à vous qui écoutez là jusqu'à la fin qui allons nous permettre de nous améliorer, à nous surpasser pour vous proposer des épisodes de plus grande qualité. On parlera encore avec un peu plus de passion, plus d'envie, toujours chill, mais passionné. Voilà, donc merci. Voilà, on n'arrêtera jamais de vous dire merci parce que c'est grâce à vous qu'on continue, c'est grâce à vous qu'on en est là et voilà. Et on espère que vous allez continuer l'aventure avec nous. C'est ça. Merci à vous et allez voir The Chaser. Et allez voir The Chaser. Ciao tout le monde. Bye bye.